D'abord, je vous dis bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus assez nombreux finalement. Je voulais remercier Catherine Baud pour son accueil dans les locaux et bien évidemment Michel pour le travail qu'on a pu faire ensemble pendant de longs mois sur le dossier, et elle a été d'un secours très précieux. Évidemment, je remercie Parina Salami, Madame Salami, avec laquelle j'ai pu avoir aussi un travail collaboratif tout à fait enrichissant. J'en suis vraiment absolument ravie. On est dans un monde qui est en constante évolution. Si la société évolue, l'une de ses composantes de la société qui est l'être humain, sa santé c'est important. Cette société évoluante est assez normale qu'il y ait assez régulièrement des évaluations. Et le mot évaluation est de savoir faire l'état des lieux, sans plus. D'abord, une évaluation commence par un état des lieux. On n'a pas à dire c'est positif, c'est négatif. C'est de voir ce qui va pas, et quels sont les éléments correctifs que l'on peut adapter à un moment donné pour que toutes les parties puissent le faire et arriver à quelque chose d'intéressant, de positif. Ça ne veut pas dire que le monde est parfait. Le monde parfait, ça n'existe pas. Donc, alors, à l'heure actuelle, en 2016, vous verrez, si vous lisez les documents venant de l'OCDE, qui fait d'ailleurs des états des lieux réguliers, à peu près dans le monde entier, beaucoup plus dans les pays dits les G20, les G, etc., que l'espérance de vie est en hausse, mais que les incapacités sont en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire essentiellement qu'on a créé un nouvel indicateur dans la santé. Alors, les indicateurs sont souvent créés par l'OCDE parce que c'est eux qui examinent tout ça. Et l'indicateur que moi j'ai noté important, c'est EVSI, espérance de vie sans incapacité. C'est l'objectif. L'objectif n'est pas simplement l'espérance de vie, mais une espérance de vie avec une certaine qualité de vie. Et ça, c'est très très important. Plus spécifiquement, ce qui m'a semblé être quelque chose spécifique à la France, un recours aux hôpitaux qui est en hausse. Alors ça, c'est quelque chose qui est tellement multiparamètre qu'aujourd'hui, je pense qu'on va dire que forcément, il y a des phénomènes à la fois de type organisationnel, entre des secteurs qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas organisés de la même manière, peut-être aussi des notions de formation, peut-être aussi des notions de démographie, de professionnels. C'est tellement multifactoriel cette histoire que, on dira que pour corriger ça, il faudra quand même un peu de temps. Avec le vieillissement de la population, il y a aussi le fait que, plus spécifiquement en France, il y a besoin de revoir la continuité entre l'hôpital et les soins à domicile. Alors, on se rend compte qu'il y a un secteur où les innovations organisationnelles ont été très très grandes, c'est le pôle cancer. Peut-être parce qu'il y a eu un soin particulier et une sensibilité pour s'en occuper un peu plus. C'est là où moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain nombre de nouvelles compétences qui ont été introduites dans le pôle cancer, dans toutes les institutions et dans la partie soins à domicile aussi. C'est là où aussi j'ai trouvé qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en émergence. Soit cela vient en complément de personnel de type santé, soit c'est carrément des nouveaux métiers. Pour les autres pathologies, il y a pour chacune d'elles des progrès qui sont en cours, et ça c'est beaucoup plus depuis qu'on a des proximités comme l'ARS qui finalement finance énormément d'expérimentations qui ensuite permettent de modéliser à un moment donné pour chacune de ces maladies une manière de les prendre en compte la mieux possible. Et ce que j'ai noté par exemple par rapport à des études qui ont été faites par un de mes collègues dans le cadre des États généraux de la santé,
c'est le diabète. Le diabète, eh bien, c'est un endroit où c'est très organisé parce qu'on a énormément d'associations de patients qui, en fait, sont totalement organisées en réseau national, réseau local, régional et local, et qui sont en même temps véhicules d'une éducation thérapeutique et qui sont aussi partenaires très souvent dans des expérimentations. Et là, on voit qu'il y a une organisation qui, quand elle se met en place, eh bien, ça se fait au profit d'un maximum de gens. Et il y a des améliorations continues qui se mettent en place. Une représentation qui a changé, qui est maintenant orientée vers le patient. C'est-à-dire que c'est le patient qui est au milieu du système. Ça amène en fait à voir le patient sous tous ses angles. C'est pas seulement une personne qui a des soucis de type médicaux, c'est une personne qui a des comportements, un comportement, un environnement personnel, social, ressources, etc. Ces déterminants s'emboîtent en poupée russe. Ils sont complètement en interrelation. Ça complique pas mal le problème. Et cela impacte naturellement les systèmes d'information qui sont mis en place, qui ont été mis en place au début pour gérer des soins, pour gérer la prévention, qui n'étaient pas faits pour avoir une telle transversalité. Et cette transversalité, il faudra pouvoir le faire. Et ça expliquera peut-être aussi quelques nouvelles compétences, nouveaux métiers, nouvelles façons de faire le métier aussi. Comme je dois gagner du temps là, parce qu'on est un peu en retard, je ne vais pas insister, mais je vais juste vous dire que depuis les années 80-85, un peu dans le monde entier, on a bien noté qu'entre recettes et dépenses dans le cadre de la santé, eh bien, il y a un gros déséquilibre et qu'on s'efforce d'améliorer ça en utilisant les technologies, la législation, les systèmes financiers, fiscaux, etc. La partie typologie de données qui concerne en fait les professionnels. Il faut aussi que les machines se parlent et se comprennent, et de façon à ce que l'information arrive et fonctionne et soit utile, utilisable et effectivement apporte une valeur et apporte une dimension nouvelle, parce qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme qui est en train de se créer. Et je crois que si nous en avons conscience, il y a une grande partie de la population qui ne saisit pas à quel point on est dans un nouveau monde qui se met en place là. C'est la santé de demain en fait. C'est peut-être la santé déjà d'aujourd'hui, mais c'est celle de demain, c'est une évidence. Avec tous les enjeux que ça suppose, en termes, et on le sait, on le verra, d'éthique, de confiance, par rapport à ce que supposent les données de santé qui sont aussi des données extrêmement sensibles. Ces données bien capitalisées, bien organisées et un peu communicantes vont donner lieu à en fait une meilleure gestion de santé publique et épidémiologie. Elles donneront lieu aussi à des performances, des projections sous forme de perspectives d'évolution et sous forme de prospectives. Globalement, ça se passera bien, et je vais marquer que ce qui est bien seulement sur les transparents, ne pourra se faire bien que s'il y a un cadre législatif suffisamment bien pensé, en amont et puis aussi dans l'exécution avec des rectifications. C'est aussi ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on va penser en amont, ça ne pourra jamais coller au terrain complètement et qu'il y aura forcément besoin de rectification. Et aussi, ça ne pourra bien marcher que s'il y a suffisamment de confiance entre les gens, aussi bien côté professionnel de la santé que les citoyens, que le patient, et que cela ne pourra bien marcher que s'il y a des mots comme éthique, comme déontologie, qui sont suffisamment mis en avant et appliqués, parce que ça ne suffit pas d'en parler, il faut aussi l'appliquer. Ça ne pourra pas se faire sans tout ça.
Brièvement, donc, je suis médecin de formation, je fais du numérique depuis que je suis tout petit, puisque je fais partie de cette première génération qui a été bercée par l'informatique. Et notamment, j'ai à la fois créé des sociétés privées diverses et variées dans le secteur, dont en ce moment une que je dirige qui est consacrée, qui est la principale société française qui est privée, qui s'occupe de données de santé. Et puis précédemment, dans mon parcours privé, j'ai aussi un parcours public qui m'a donné le plaisir de porter et d'initier tous les projets de coopération que vous avez vu sur la slide tout à l'heure, les ROR, DMP et autres, dans cette belle maison du ministère. Sur le concept d'e-santé, je pense qu'on a été versé par l'informatique médicale, qui a été quand même le début, les premières applications de l'informatique dans la santé, qui remontent déjà à quelques dizaines d'années. Le concept de e-santé maintenant me semble plus pertinent, c'est-à-dire qu'on englobe tellement de choses dans le terme de e-santé, avec des typologies de services, des typologies d'acteurs, des modèles économiques, des infrastructures juridiques qui sont tellement différentes d'une application à l'autre, entre des applications extrêmement régaliennes, extrêmement régulées, et des applications totalement du secteur privé et concurrentiel, que finalement on a du mal à trouver de la pertinence dans le concept d'e-santé. Et d'ailleurs, quand vous voyez toutes les évaluations économiques qui peuvent être faites pour essayer de calibrer combien représente la e-santé, quelle est la croissance du secteur de la e-santé, etc., et autres, vous n'avez pas deux propos qui englobent le même périmètre. Donc vous avez des chiffres totalement incohérents qui se promènent et qui finalement deviennent assez peu pertinents. Donc, s'il y a un fil rouge à retenir dans cette affaire de e-santé, c'est probablement les données. Ça ne vous a pas échappé à mettre dans les données en avant. Le point commun, j'ai envie de dire, de tous ces services et de toutes ces applications e-santé, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, elles manipulent de la donnée de santé et que par chance, cette donnée de santé est définie juridiquement, notamment dans le dernier règlement européen qui a été adopté en avril dernier et qui du coup permet quand même de savoir à peu près de quoi on parle. Mais au-delà de ce point commun avec finalement du coup en déclinaison tout ce que ça peut partager de référentiels communs, de précautions de sécurité, de confidentialité, de sensibilité de la donnée de santé, ce genre de choses, fait un socle commun sur la e-santé. Au-delà de ça, je pense que c'est très compliqué de cerner le concept. Tous les espoirs considérables qu'il peut y avoir dans la e-santé qui est à l'aube de son développement et toute la capacité de transformation que peut avoir le numérique, le digital dans un secteur d'activité. L'administration n'est pas un facteur accélérateur des transformations, ça se voit partout, avec des problèmes économiques et puis surtout, et on l'a vu dans la slide précédente, une multiplicité d'acteurs complexes à coordonner avec des intérêts extrêmement divergents les uns des autres qui font que c'est extrêmement difficile de transformer le secteur de la santé, c'est vrai un tout pays développé. Donc, mais néanmoins, il y a un potentiel fabuleux, j'en cite 4 exemples très rapidement. L'accès aux soins, on est encore en train de se battre pour appeler au téléphone un médecin pour prendre un rendez-vous ou arriver sans rendez-vous pour attendre 2 heures dans une salle d'attente pour voir un praticien pendant 10 minutes. Ceci n'a absolument aucun sens, est un archaïsme absolu. Et quand on regardera ça dans 15 ans ou dans 20 ans, quand on dit, vous vous souvenez comment on faisait il y a 20 ans pour voir un médecin, ça nous paraîtra totalement surréaliste. Donc, il y a là des secteurs de transformation très très forts sur tout ce qui est accès aux soins, je prends un exemple, il y en a bien d'autres, sur tout ce qui est qualité des soins. Évidemment, la place de la clinique et depuis l'ANEC et la tradition française, etc., est majeure, mais aujourd'hui, prendre des décisions médicales sans avoir recours à des systèmes experts, d'intelligence artificielle, etc., est quand même quelque chose aussi qu'il faut interroger. Donc aujourd'hui, beaucoup d'actes sont des actes qui fonctionnent uniquement avec la connaissance et le raisonnement du praticien qui est en face de vous. Ces pratiques-là vont bouger et vont révolutionner les pratiques, et notamment la qualité, et donc les soins et donc le service rendu aux patients. La santé publique, c'est majeur. Il y a encore 10 à 30 000 personnes par an qui meurent de problèmes, d'accidents thérapeutiques et d'iatrogénie en France. C'est considérable. C'est plus que les accidents de la route et les suicides réunis. Et il y a encore 2 ans, pour la grande épidémie de grippe, il y a une surmortalité de 15 000 personnes en France sur le problème d'une épidémie comme la grippe en France. Donc, et puis, dernier exemple très vite, c'est la recherche. Avec, là, pour le coup, des difficultés françaises, puisqu'il y a notamment la place du génome et du séquençage qui est considérable, notamment dans les secteurs comme le cancer et sur les problèmes de médecine personnalisée. Et là, le numérique fait tout en termes de séquençage et en termes de corrélation entre les situations génomiques et la situation clinique. Et c'est vrai qu'une personne, un traitement, on y va à cette médecine personnalisée, cette médecine de précision. Et évidemment, le numérique est le secteur qui tire en avant
ces progrès. Donc, un mais à tous ces espoirs absolument considérables, le mais, c'est qu'il faut bien voir que l'e-santé et le numérique en général est un secteur qui, en même temps qu'il irrigue les sociétés, se verticalise considérablement et donne lieu à la création de géants mondiaux avec des démarches mondialisées qui interrogent et qui interrogeront toujours plus les prochaines années les problématiques de gouvernance, les problématiques de régulation, les problématiques d'égalité, etc. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une politique française de la e-santé, je veux bien, mais quand vous regardez les investissements globaux en recherche numérique santé de l'État français, sont rien à côté des investissements de Google Venture ou de Calico. Donc la puissance et la force de frappe, il faut être très modeste. Quand on dessine une feuille de route, on ne dessine pas une feuille de route en France sur la e-santé. Elle est dessinée ailleurs, la feuille de route, par des États beaucoup plus puissants, puisque les investissements, le Obamacare et les plans d'investissement sur le numérique santé aux États-Unis ont été considérables. Mais quand on est dans les ordres de grandeur, on parle en dizaines de millions d'euros pour les territoires de santé, les territoires de soins numériques ou ce type de projet, on est en dizaines de millions d'euros. C'est parfaitement ridicule par rapport, on parle en milliards de dollars. Ailleurs, tant public que privé, mais notamment privé. Donc il faut garder cette modestie à l'esprit et relativiser la capacité pour un pays comme la France seul à maîtriser son destin en termes d'évolution technologique ou de nouveaux usages. Et en tout cas, ça interroge les notions d'éthique et de régulation de façon forte. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais en tout cas au moins poser la question. Alors en France, il y a des enjeux importants. Je pense que pour finir et conclure, les sujets qui me paraissent importants pour développer la e-santé, un, c'est qu'il faut clarifier les modèles économiques. Ils sont multiples, on a beaucoup, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit que la télémédecine ne se développera pas en France s'il n'y a pas un modèle économique. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on fait de la télémédecine de façon bénévole en France et que les professionnels de santé en général font des actes de télémédecine gratuits. Je schématise, mais c'est globalement la situation. On sait très bien que s'il n'y a pas de modèle économique pour tirer les transformations, ça ne marche pas. Et il n'y a pas que la télémédecine, les modèles économiques des services grand public, les problématiques de services aux patients pour prendre rendez-vous. Il y a une dizaine de sociétés en France qui depuis un an se lancent dans la prise de rendez-vous en ligne, ou le téléconseil, ou la téléconsultation. Ces modèles économiques-là doivent être clarifiés, et ça regarde probablement le législateur. Il y a le sujet de l'interopérabilité, vous en avez parlé il y a un instant, c'est un sujet majeur. Pas l'interopérabilité qui se décide encore une fois ailleurs, les normes ISO, tout ce qui est l'Internet, etc. On n'a pas à s'en préoccuper. Par contre, notamment, si je cite un point, l'interopérabilité sémantique est un sujet important qui devrait être porté par la francophonie, et la francophonie devrait être portée en premier par la France, par la logique. Les Québécois, aujourd'hui au Canada, investissent 10 fois plus d'argent dans le maintien des référentiels sémantiques en langue française que nous. Il y a là, à mon avis, un problème logique. Et si on veut pouvoir continuer à penser en français dans 10 ans, il faut travailler sur l'intégralité sémantique, autrement on fera des dossiers médicaux en anglais dans 10 ans. Donc là, il y a un sujet qui n'est pas du patriotisme bête, mais qui est un vrai sujet de permanence culturelle et de permanence de mode de pensée qui a été et qui a fondé la médecine française, qui est reconnue partout. Le nombre de mots qui, à l'international et même en anglais, viennent et portent des noms de médecins français est très important. Il ne faut pas perdre ce patrimoine. Il y a un enjeu fort. Et puis ensuite, il y a l'enjeu de la gouvernance et de la régulation. On n'a pas traité de sujet. Comme je suis au ministère, j'appliquerai mon obligation de réserve en ne m'exprimant pas trop sur ce sujet. Sur l'accès aux données de santé et sur le dispositif de la dernière loi sur le sujet, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on est loin d'un objectif ambitieux qui permettre à la France de cultiver un peu son excellence dans ce domaine. Donc là, il y a mieux à faire. Voilà, donc je pense qu'il est très important, compte tenu de nos moyens, d'avoir une vraie politique de e-santé qui fasse des choix, qui fasse des arbitrages, qui soit plus massif dans ses interventions. On saupoudre trop de choses en France, et qui soit probablement plus sélectif, parce que comme on n'a pas moyen d'être massif sur tous les sujets, il faut en prendre quelques-uns, et puis probablement avoir de la constance, c'est-à-dire ne pas changer, faire des lois de programmation à long terme, qui soient, j'ai envie de dire, indépendants des respirations démocratiques, saines par ailleurs, mais en l'occurrence, c'est des projets de très long terme qu'il faut savoir porter suffisamment longtemps. Voilà un petit peu les messages que je voulais, généraux, que je voulais vous donner ce matin, et je vous remercie. Moi, puisque Parina s'est présentée sur ses débuts dans la santé, on va se retrouver
sur l'information scientifique et technique, même si ça nous rajeunit pas beaucoup dans les années 80, donc l'épopée de l'ISTA en France, les URFIS, tout ça, ça fait quand même un lien avec la documentation. Alors après, j'ai quitté le CNRS, je suis rentré à l'université et je suis professeur des universités à l'université Paris-Est Marne-de-la-Vallée, dans un institut qui s'appelle l'Institut français d'ingénierie des services, et je suis directeur adjoint d'un laboratoire de recherche commun au CNAM à l'université Paris-Est Marne-de-la-Vallée à Paris-Ouest, qui s'appelle DICEN Île-de-France, dispositif d'information et de communication à l'ère numérique. Alors je vais prendre comme entrée l'entrée par les organisations d'interface en santé. Alors c'est par ce biais-là que je suis rentré, ou ce regard-là que je suis rentré dans la santé, dans le champ de la santé, un petit peu avant Parina, bon, aux alentours de 2000, sur un choix de projet qui m'a mené à une habilitation à diriger des recherches. Alors j'ai très vite découvert la question centrale des cloisonnements, alors qu'il y a un filigrane des interventions précédentes aussi, donc qui est au cœur de tous les débats depuis une bonne vingtaine d'années, et le problème aussi des erreurs médicales, qui sont largement souvent des questions de santé. Alors, j'étais aux rencontres parlementaires, enfin c'est public, et c'est sur le système de santé du 30 novembre dernier, alors, où bien entendu ces débats ont été complètement au cœur. Alors, une bonne chose, la santé, ce qui n'a pas souvent été le cas, mais très nettement au cœur, et en particulier la santé, du débat politique pour ces élections, en particulier présidentielles. On va dire que c'est une bonne chose, au moins on en parle après, sur des sujets très controversés. Alors, un autre regard, je prends un autre regard complémentaire, à mon avis, par rapport à Parina, le niveau des patients, donc des données pour les patients, un niveau micro, qu'on peut considérer celui des soins, méso, établissement, alors ça va de la facturation qui a été évoquée aux besoins de pilotage, macro, le système, le débat évidemment sur les open data. Alors évidemment, je ne parle pas du tout de la question des sites pour des genre d'Optissimo, enfin pour des informations, des interactions entre patients. Alors, moi je suis donc résolument sur les organisations d'interface parce que je considère que ça a été évoqué d'ailleurs, c'est un problème de traçabilité, de continuité, donc les cloisonnements, en particulier entre la ville et le secteur hospitalier, sont quand même un enjeu majeur. Ces organisations d'interface, donc, qui pour moi sont très représentatives de tous les enjeux, aspect réseau de santé, maison de santé, hospitalisation à domicile, Maya pour les malades d'Alzheimer, je ne fais pas la liste, tant pour faire plaisir, que je pense aussi que c'est des gisements d'emploi importants pour les secteurs de la documentation. Avec des problèmes quand même de visibilité, de coordination, des enjeux de mutualisation, le mot-clé étant, en termes d'ailleurs de gestion de l'information, pour moi, le mot coordination. Alors, ces organisations d'interface, souvent controversées, on le retrouve vraiment en problématique métier et en problématique data, elles ont fait quand même au moins émerger, je pense au réseau de santé, le rôle du patient, théoriquement au centre, avec une approche qui est santé et pas seulement soins, avec les notions que vous connaissez de trajectoire, de parcours qui ont émergé progressivement sur les années précédentes, celles de coordination et donc toute l'importance des dispositifs sociotechniques et donc de la e-santé. Bien sûr, tout ça, ça veut dire qu'il y a de nouveaux usages des données, ça implique l'émergence de nouvelles fonctions et métiers, d'information, mais aussi plus largement d'intermédiation et d'animation. Alors, un métier en particulier qui a forte dimension communicationnelle et surtout informationnelle et usage de données, alors c'est le métier de coordonnateur animateur, alors ça ne rajeunit pas non plus, notamment dans le réseau de santé. Alors en 2001, on a monté à Marne-de-la-Vallée un DESS qui est depuis devenu master d'ingénierie des réseaux de santé, largement centré sur ce métier, et où Jean-Yves Robin nous avait fait l'honneur à l'époque, au début, c'était la grande phase des réseaux de santé, je ne vais pas revenir là-dessus, d'intervenir.
Alors, les métiers, c'est vraiment des métiers de coordination, mots-clés, de relation avec les financeurs, de montage des dossiers, et en particulier, je vais beaucoup y revenir, d'évaluation, avec une forte spécificité informationnelle et communicationnelle, d'animateurs, mais aussi de documentaires, de gestion de données, avec toutes les questions de monter des dossiers pour des financements, tout ça, c'est des aspects quand même importants de documentation. J'aborde pas, mais ça peut être un aspect très important de lisibilité, un métier en soi, la question du site internet. Alors, j'aborde une question centrale pour moi, qui est un métier en soi, celui de l'évaluation, démarche qualité, approche projet, objectif résultat. Alors, je cite le professeur Fagon, justement, aux journées sur la santé parlementaire, qui est délégué ministériel pour l'innovation en santé, qui insiste que son métier, finalement, c'est mesurer les impacts du numérique sur les soins et les impacts organisationnels, ça aussi c'est complètement des données, sur les dispositifs, les services, les produits, avec une question centrale, alors qui est au cœur des activités, je pense, de la DBS, ça a été évoqué tout à l'heure, la question des indicateurs. Alors c'est des sujets sur lesquels, en tant que laboratoire, on veut travailler, notamment avec Ghislaine Chartrand, qui est bien connue, je pense, dans votre milieu. Donc évidemment, pertinence, facilité à les renseigner, et plus globalement, ça a été évoqué aussi largement, la question de la valeur ajoutée des données, avec tout l'impératif donc de les construire, de nouveaux métiers autour de ça, et donc de l'évaluation. Il y a donc un enjeu fort de formation et de nouveaux diplômes ou d'évolution des existants pour avoir une petite entrée universitaire, mais aussi pour vous. Alors, bon, je ne vais pas trop m'étendre, mais l'évaluation, il y a quand même, il ne faut pas trop se voiler la face, même si Parina Sinani préfère qu'on soit beaucoup positif, mais sur l'évaluation, il y a quand même un risque d'évaluation contrôle, trop d'obsession du quantitatif. À l'hôpital, ça a été largement dit par des sommités comme Minsberg, donc voilà, une évaluation, là je ne vais pas employer tous les mots que j'ai pris le plus gentil, souffrance, il y en a de bien pire dans les critiques. Alors bon, moi je milite et je travaille sur un autre type d'évaluation, plutôt amélioration participative, différents types de processus, et ça a été évoqué dans une démarche de coproduction de services, donc en associant assez largement tous les acteurs, donc y compris les patients et leurs familles. Bon, je ne reviens pas, je passe très vite sur... mais quand même en le signalant, la loi de mars 2002, les patients encore valorisés, au moins en théorie, dans celle de janvier 2016, bon, démocratie sanitaire, ça on le doit aussi, ce point de départ, enfin, Jean-Yves Robin le sait bien, largement aux réseaux de santé qui ont mis le patient, fait certains types de patients, et de nouveaux concepts qui sont intéressants en termes d'utilisation de données, de patients traceurs, en particulier patients experts un peu moins. Alors bien sûr, on est dans des logiques de quantifier de big data, d'open data, j'y reviens pas, toutes les questions d'éthique, bien sûr le secret médical, la responsabilité, tout ça, ça tourne autour des données avec des métiers, responsabilisation qu'on préfère en France, à devoir, bon, empowerment anglo-saxon, et tout le débat sur le passage d'un système curatif, préventif, et peut-être, on ne va pas s'embarquer plus loin, le prédictif, quoi, qui a été largement évoqué. Alors le DMP, bon, je vais quand même d'abord, parce que Daniel va en parler, puis quand même devant l'ancien directeur de l'ASIP, juste deux mots, c'est des métiers en soi, bon, de personnel à partager bien sûr, la question des hébergeurs, alors la question quand même par rapport à Daniel de l'espace documentaire ou socle d'information, alors une question centrale que je pense qu'il sera évoquée tout à l'heure, est-ce que c'est l'outil de coordination ou est-ce que c'est un parmi d'autres? Bon, dans les débats que j'ai pu entendre, donc la question de l'enveloppe, que j'ai pu entendre la semaine dernière, c'était pas peut-être très évident. Alors d'autres pistes quand même, la question des plateformes, type aspect important pour de nouveaux métiers, en particulier pour toutes ces organisations d'interface qu'on est en train de restructurer avec bien entendu des problèmes en espérant qu'elles ne créent pas de nouveaux cloisonnements, et c'est quand même le débat là, d'où l'idée de plateforme territoriale d'appui,
Bien sûr, toute la question avec la création des ARS, et ça a été évoqué, de numérique et territoire, des territoires de soins numériques, et pour rester dans une logique métier quand même de cartographie de l'information, pour l'aide à la décision, les systèmes, dans une perspective de système d'information géographique, et pour moi c'est totalement une logique métier. Alors, un groupe de travail de l'Institut Montaigne a parlé de réanimer le système de santé. Bien sûr, on retombe sur la question des datas et bien sûr la question des erreurs médicales et des cloisonnements. Donc, l'émergence des nouveaux métiers, c'est surtout dans une perspective de traçabilité, de coordination, avec l'enjeu de passer quand même de la coordination, pour moi, souvent par des procédures, à une vraie coopération avec tous les acteurs et avec, bien sûr, l'apparition de nouvelles fonctions dans tout cela et métiers d'information et de documentation qui sont essentiels dans ce type de métier, avec toute l'évolution des data pour le changement et qui révolutionne vraiment l'ensemble du système de santé et en particulier la santé. Quand Daniel et Michel m'ont contacté pour intervenir dans ce numéro, je me suis posé la question effectivement d'intervenir ou pas, puisque la question de la donnée de santé effectivement est prioritaire dans nos métiers, mais en tant que professionnel de l'information, je me suis dit je n'exploite, ni moi ni mon équipe n'exploitons directement de la donnée de santé, du chiffre, l'information numérique. Donc, est-ce qu'on ne serait pas hors sujet? Et puis on s'est rassuré mutuellement très rapidement en se rendant compte que bien évidemment les professionnels de l'information tournaient autour de la donnée de santé, venaient appuyer les professionnels qui exploitent ces données de santé, venaient également capitaliser ces données de santé. Donc bien évidemment les professionnels de l'information avaient leur place dans ce numéro, qui plus est dans une revue annulée par la DPS, bien évidemment. Donc, voilà la raison de ma présence aujourd'hui. Contrairement aux intervenants précédents, moi je vais aborder un volet autre de l'univers de la santé qui est la santé publique, et notamment les questions de prévention primaire, et me centrer sur les compétences des professionnels de l'information, qu'ils soient documentalistes, archivistes, assistants, techniciens documentalistes également, sous l'angle vraiment des compétences. Que faut-il être, que faut-il savoir pour pouvoir intervenir dans ces métiers de l'information au service de la santé, du service public et de la donnée de santé bien évidemment. Alors, revenons à Santé publique France. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose? Santé publique France, c'est une agence sanitaire qui a été créée très récemment, puisqu'elle a été établie par décret le 27 avril 2016. Et cette agence sanitaire, qui dépend donc à la fois du ministère de la Santé, mais qui a un fonctionnement autonome, est le regroupement de 3 anciennes agences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire, qui faisait de la surveillance de l'état de santé des populations notamment, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, qui intervenait, je schématise vraiment, on entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais sur la communication auprès de la population, sur les dimensions de prévention, mais également d'études des comportements et des représentations de santé de la population. 3e établissement qui a fusionné également l'établissement de prévention et de réponse aux urgences sanitaires, l'EPRUS, l'établissement qui a été créé au moment de la grippe aviaire pour pouvoir justement intervenir sur le territoire et répondre à des problématiques d'urgence sanitaire à l'échelle territoriale et également auprès des ressortissants français où qu'ils soient dans le monde. Et puis un 4e établissement est venu nous rejoindre, qui s'appelait à l'époque ADALIS, Alcool, Drogue, Info Service, qui était une structure de réponse téléphonique, de ligne téléphonique pour répondre aux populations qui étaient concernées par des questions d'alcoolisation, de drogue. Voilà. C'est ces lignes téléphoniques dont vous avez déjà entendu parler, Drogue, Info Service, Alcool, Info Service. Vous voyez régulièrement de la promotion sur les antennes télé et radio. Voilà, donc nous sommes tous rassemblés récemment pour créer
ce qu'on appelle un centre de référence et d'expertise en santé publique. Donc on a pour mission effectivement de connaître, d'expliquer l'état de santé des populations sous l'angle de santé publique une fois de plus, et de protéger et promouvoir cette santé, cette bonne santé, et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, d'intervenir en cas de crise sanitaire. La structure se trouve actuellement en région parisienne, donc nous sommes encore sur les différents sites des établissements que j'ai cités, nous allons tous nous réunir dans le Val-de-Marne dans quelques mois, mais cette structure dispose également de cellules d'intervention en région, les CIR, qui sont placées auprès des directeurs généraux des ARS. Donc ces CIR sont des répliques effectivement en région qui sont au plus près des populations pour pouvoir surveiller cet état de santé et intervenir le cas échéant. Alors, les missions de santé publique, j'ai déjà balayé ça un petit peu tout à l'heure. Premier enjeu majeur, c'est d'anticiper, détecter les risques sanitaires, les problèmes de santé, afin d'apporter des éléments de décision et pouvoir intervenir rapidement. L'idée, c'est de constituer effectivement aussi un système national de veille et de surveillance où on pourrait recenser toutes les données de santé nécessaires à l'intervention. Ces données, une fois qu'on en dispose, il faut les comprendre. Donc, cette compréhension permet d'améliorer la connaissance de l'état de santé, mais comme je le disais tout à l'heure, également, état de santé, données chiffrées, mais comportement également des Français à l'égard de leur santé, et représentation. Puisque la représentation, effectivement, la connaissance de la représentation est un élément très important dans notre capacité à intervenir en termes de prévention. Et puis, bien évidemment, un axe majeur aussi dans nos missions, c'est l'action. Promouvoir la santé, agir sur les environnements, agir sur les comportements, par le biais d'expérimentation et de mise en œuvre de programmes de prévention. Et puis dernier élément, mais écoutez, quand il y a un problème sanitaire fort, on intervient également. Alors, cette diapositive, un petit peu dense, vous le verrez, recense un peu les principes fondateurs et axes stratégiques de cette nouvelle agence. Principes fondateurs, je les balaye très rapidement, l'excellence scientifique, le fonctionnement en réseau, le travail en partenariat, la force d'intervention, et ces principes fondateurs s'appliquent à des axes stratégiques, les déterminants de santé, les populations, des pathologies, des interventions des territoires, les questions d'infrastructure. Je vais très vite, mais cette diapo sert principalement à illustrer le volume de thématiques que peut couvrir notre agence. Vous voyez, sur les déterminants de santé, on traite aussi bien de tabac, d'alcool que de drogue, que des inégalités sociales. On intervient sur différentes populations, personnes âgées, populations d'outre-mer, petite enfance. Les pathologies sont multiples également, les maladies chroniques respiratoires, pour être un petit peu dans l'ambiance du jour et de la semaine, les maladies neurodégénératives. Sur les territoires, on va intervenir également de manière multiple. L'alerte, comme je le disais tout à l'heure, peut se situer sur le territoire métropolitain, mais également dans le monde entier pour les interventions. Voilà. Donc, cette illustration rapide pour vous montrer un petit peu, parce que je vais venir très rapidement à l'intervention de mes professionnels de l'information sur ces questions-là, à quel point il devrait falloir se démultiplier pour couvrir toutes ces thématiques, toutes ces populations, toutes ces pathologies, tous ces principes fondateurs. Voilà, un champ très large, une mission qui donne un petit peu le vertige. Revenons à du pratico-pratique, à du concret. Notre maison, Santé publique France, c'est ça. C'est une direction générale qui définit des orientations stratégiques. Autour d'elle, en bleu clair, des fonctions dites support. Je déteste bien évidemment ce terme, le support, lourd, figé, alors que le support permet effectivement la réaction de l'établissement. Et ce support vient appuyer ce que vous voyez très mal, j'ai l'impression, en violet en bas, les différentes directions dites métiers. Certaines directions ont un métier, d'autres supportent. Vous voyez l'ambiguïté de la chose, mais on arrive à travailler quand même dans une ambiance très sereine. Donc ces fonctions d'appui viennent appuyer les directions thématiques de l'établissement. Donc on a à la fois le bouquet administratif que j'ai regroupé un petit peu sur la droite,
les aspects juridiques sur la gauche, mission scientifique et internationale, qui répond aux enjeux internationaux, bien évidemment, de notre action, une direction de la communication et du dialogue avec la société, qui a un poids très, très, très fort, et puis, bien évidemment, notre direction documentation, veille et archives, qui se trouve à ce niveau-là. C'est une direction donc, qui est rattachée, comme toutes les autres, à la direction générale, c'est pour ça que vous ne voyez pas de flèche, de lien, de dépendance, mais qui a une mission complètement transversale dans l'établissement. On le verra plus tard, on répond aussi bien aux travaux de la mission scientifique internationale qui est sur sa gauche, qu'aux travaux engagés par la direction des systèmes d'information, qu'à la direction des maladies non transmissibles et des traumatismes. Voilà, ça c'est pour le cadre général. Pour arriver plus précisément à ma direction, très brièvement, les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont prioritairement les personnels de l'agence, auxquels on fournit une action, comme je disais tout à l'heure, transversale. On passera au schéma, je vais vous regarder le schéma, mais attention, on passera au schéma tout à l'heure. Donc ces personnels de l'agence, ils ont des métiers multiples. On a réuni à peu près 600 personnes dans cette fusion, et on découvre des métiers et des cultures extrêmement différentes. Vous avez des personnels de prévention qu'on appelle désormais les préventologues. Ces préventologues on les caractérise, on a eu un bilan sociologique qui les caractérisait de militants de la prévention, qui restaient très tard le soir, qui s'investissaient auprès du terrain. Et puis on a également beaucoup d'épidémiologistes et de statisticiens qui eux sont les penseurs de la maison, qui effectivement étudient ces données de santé au sens propre dont on parlait tout à l'heure. Et puis on va avoir les personnes de l'alerte et de la crise qui eux partent en mission, donc on les voit passer effectivement avec d'énormes sacs à dos, des gros rangers. Voilà, donc vous voyez un petit peu la différence entre le fonctionnement de ces métiers et la culture également du travail qui n'est pas du tout la même. Le rythme de travail n'est pas le même, le rythme de production n'est pas le même. Donc nous, petits professionnels d'information, on doit s'orienter, on doit se guider et on doit respecter ces modalités de fonctionnement qui sont vitales aussi à l'efficacité de ces différents professionnels. Alors, je parlais donc de préventologues qui, eux, vont définir les interventions de prévention à mettre en place à l'échelle nationale ou des échelles régionales, en travaillant bien sûr avec les partenaires de terrain, mais nous avons également des épidémiologistes, pour revenir aux données de santé, je reprends mes petites notes pour ne pas faire d'erreur sur le nom des bases, qui interviennent sur toutes ces grandes bases de données en santé qui étudient la santé de la population française, comme le SNIRAM, qui est le Système national d'information interrégime de l'assurance maladie, ou encore le système SURSAUT, qui est un système de surveillance sanitaire des urgences et des décès, le registre des affections de longue durée. Voilà, donc il y a beaucoup de bases sur lesquelles ces professionnels interviennent. Donc, voilà, donc autant de finalement. On a beau être en interne sur des professionnels qui travaillent avec nous, on a quand même des métiers très différents et des pratiques et des outils très différents. On travaille également, je l'ai mis, mais de manière plus minoritaire, avec un public dit extérieur à l'agence, qui sont nos pairs, souvent, les documentalistes qui nous contactent, ou des archivistes. Et puis, on a également des demandes plus grand public pour avoir des informations sur ce que produit l'agence. C'est plus minoritaire et c'est une activité finalement sur laquelle on reste discrète pour ne pas être non plus envahi par ce type de demande. On pourrait être très sollicité par les scolaires, par exemple, par ce type de population qui est très intéressée par les questions de prévention. Donc on reste assez discret et modeste sur ce type d'activité pour pouvoir se concentrer sur nos missions internes. Alors nos missions internes, le voilà, le fameux schéma, ces petites bulles. Une des priorités de notre activité sont les questions de recherche d'information et de veille documentaire. Donc on doit bien évidemment appuyer la réflexion des professionnels dont je parlais tout à l'heure, par à la fois la recherche d'information,
pour appuyer les productions de l'établissement. Donc là, on va être sur la production de recherche d'information dans le cadre de saisines. On est souvent consulté par la Direction générale de la santé ou d'autres structures, par notre propre conseil d'administration, sur des sujets. Comment intervenir sur les questions de monoxyde de carbone, sur les accidents d'enfants dans des voitures qui ont été laissés trop longtemps dans une voiture fermée. Voilà, c'est des sujets divers et variés qui tombent tous les jours et pour lesquels il faut produire une information, une synthèse de l'information rapide et actualisée. Voilà, ça c'est l'aspect recherche d'information. On va intervenir également dans le cadre d'expertise plus scientifique, dirons-nous, et de production de recommandations pour l'établissement. Et puis, le pendant de cette recherche d'information, qui est effectivement un travail à intenter, un état de l'art à intenter d'information, c'est la veille documentaire qui nous permet de suivre effectivement l'évolution d'un sujet. On va travailler sur la vaccination et on va se concentrer sur quelque chose en particulier, sur la rougeole. Donc cette veille documentaire, et on en reparlera tout à l'heure sur la question des compétences spécifiques des professionnels de l'information, elle se veut collaborative. Le professionnel d'information, le documentaliste en l'occurrence, doit travailler avec l'expert thématique pour pouvoir produire quelque chose d'intéressant en matière de veille documentaire. Donc là, c'est vraiment une alliance, c'est vraiment un partenariat qu'on a essayé de construire pour pouvoir produire une information d'actualité validée et transmise à tout l'établissement. Un autre pan de l'activité, c'est la question de l'appui à l'écriture et à la publication. Donc étape numéro 1, fournir à tous les agents de la maison les publications nécessaires, que ce soit en matière d'abonnement à des revues papier ou électroniques, fourniture d'ouvrages, fourniture d'articles, voilà. Donc ça c'est un pan très important et qui derrière va nous permettre d'intervenir sur des publications, comme je le disais tout à l'heure, les différentes publications de la maison, des rapports, des articles scientifiques, des revues de littérature. Voilà. On va être assez présent et on va aussi donner des conseils en matière de publication, dans quelle revue je décide de publier, quand je produis un article, quand je travaille sur tel sujet et que je veux publier à l'international. On a vraiment un pôle d'appui à l'écriture important. Donc pour ce faire, j'ai une équipe relativement fournie, puisque nous sommes actuellement 16. Donc 16 professionnels de l'information pour une structure de 600 personnes. Je suis entourée d'une assistante de direction, d'une unité documentation qui contient 2 techniciennes documentalistes, 6 documentalistes et un 7e documentaliste qui a une mission spécifique d'administration de système d'information documentaire. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai également une unité archive qui contient un technicien archive, donc l'homologue de mes techniciennes documentalistes, et puis 2 archivistes, une qui est là en permanence et puis une seconde qu'on a réussi à recruter pour nous aider à un travail de fusion. Donc c'est là que je viens à mes compétences. Tous ces professionnels de l'information, hormis les techniciens, ont une formation initiale en documentation. C'est des gens qui viennent de l'EBD, qui viennent de l'INTD, qui ont des diplômes supérieurs de documentation. Mais ce socle initial n'est pas suffisant effectivement pour conduire des missions aussi multiples que j'ai pu les évoquer, qui touchent à la fois effectivement à la gestion des données, à la gestion de l'information. On a des outils techniques, des outils informatiques multiples, donc il a fallu aussi apprendre ces questions, à manipuler ces outils informatiques. Voilà, donc il a fallu appuyer ce socle de connaissances initiales par de la formation continue, et ça c'est un processus qui prend cours depuis des années et qui a permis des évolutions majeures de notre activité. Les techniciennes documentalistes, par exemple, ou le technicien d'archives sont des personnes qui n'avaient pas de formation initiale dans les métiers de l'information. Les techniciennes doc, par exemple, avaient des formations, des BTS de secrétariat à l'origine. C'est des personnes qui ont appris, effectivement, qui se sont formées aussi au contact des documentalistes et qui sont actuellement en cours de validation des acquis pour pouvoir vraiment figer ce métier. Et ces 2 personnes ont un niveau très élevé, et donc j'aimerais qu'après cette VAE assistante doc, on passe à une VAE documentaliste. On a effectivement des évolutions assez rapides sur 10 ans, je dirais, de 2 personnes qui effectivement ne connaissaient pas le métier
et ont acquis une expérience suffisante pour pouvoir maintenant fonctionner de la même manière que les documentalistes. Donc, on dirait que qu'est-ce qu'on fait de ces documentalistes? Alors, vous allez voir plein de documentalistes. Les documentalistes, de leur côté, qui avaient cette formation initiale, eux, ont évolué aussi avec de la formation continue ou au contact aussi de dispositifs de formation moins formalisés, comme la présence dans des salons, le fait de travailler avec des partenaires externes. Tout ça fait évoluer vraiment nos métiers. Donc ces documentalistes sont répartis maintenant sur des fonctions spécifiques. Donc certains sont spécialisés en marketing documentaire, d'autres administrent le système d'information documentaire. Donc là moi j'ai finalement un informaticien qui était documentaliste à la base, mais maintenant j'ai un véritable informaticien qui est embarqué dans mon équipe et qui développe tous les aspects du système d'information documentaire, qui l'interconnecte avec le site internet, avec d'autres outils maison. Donc ça, c'est une aide très précieuse, puisque là, on ne fait appel que rarement au système d'information, ou à la direction des systèmes d'information, et on est relativement autonome sur ces métiers-là, tout en fonctionnement en véritable binôme avec l'informatique, puisqu'on leur laisse du temps pour faire leur propre métier. On fait le nôtre à ce moment-là. Voilà. Sur les archives, de la même manière, le technicien archiviste était quelqu'un qui travaillait à la logistique à la base, qui était un manutentionnaire. Et c'est quelqu'un qui a pris le métier sur le tas. Au moment d'un déménagement, il a trouvé des cartons qui contenaient des informations qui lui paraissaient un petit peu confidentielles dans la maison, des dossiers RH, des choses comme ça. Et puis il s'est dit, c'est pas possible, on laisse pas ça comme ça, on le structure. Donc là, il est passé par la DBS, il a fait une formation assez rapide, une semaine, d'archiviste, mais qui a permis de structurer un petit peu cette information. La maison n'était pas très concernée, je ne sais pas laquelle, mais la maison à l'époque n'était pas très concernée par cette dimension d'archivage des données. Et donc il a fait ça de son côté, tout le monde était très content que quelqu'un s'en charge, mais finalement personne ne chapeautait cette activité-là. Cette personne a été intégrée dans mon équipe en début d'année dernière et j'ai eu l'agréable surprise de trouver finalement des archives qui étaient relativement bien structurées, des échanges avec les archives de France qui étaient très bien organisés. Donc voilà, on peut effectivement, avec un socle de motivation fort, évoluer sur des compétences qui ne sont absolument pas les siennes à l'origine. Effectivement, cette personne était chargée de manutention, d'organiser les salles de réunion, ce genre de travail. Voilà. Alors, les directions thématiques, notre bande violette foncée de tout à l'heure, bien évidemment, on apprend. Mes documentalistes travaillent en direct avec des directions thématiques et sont référents par direction. Donc bien sûr, ils évoluent en termes de compétences, ils apprennent des différents métiers, ils se spécialisent. Donc j'ai des spécialistes en santé-environnement, j'ai des spécialistes en santé au travail, en maladies chroniques, en maladies neurodégénératives. Voilà, donc il y a cette spécialisation maison qui se fait également au fur et à mesure. On est en lien très fort aussi avec d'autres directions au support, comme les ressources humaines, pour lesquelles, et là je me rends compte que j'ai oublié un élément très important de la diapo précédente, c'était le rond du milieu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était conseil et formation. Toutes nos missions que j'ai évoquées tout à l'heure, la recherche d'information, le knowledge management, sont basées sur un socle de formation et de conseil très fort que nous mettons à disposition des équipes. L'idée, c'est d'autonomiser, ça c'est un discours qu'on entend depuis des années en documentation, mais c'est possible, on y arrive et c'est nécessaire, voilà pourquoi on le répète, d'autonomiser aussi les équipes, les experts dans certains types de recherche d'information et notamment la surveillance d'information. Nous, on a des experts qui travaillent sur des sujets extrêmement précis et qui n'ont pas besoin de l'aide de la documentation pour surveiller cette information, puisqu'ils connaissent par cœur leur sujet, mis à part pour mettre en place ce dispositif de veille. Donc là, on intervient pour leur conseiller des outils, pour définir des équations de recherche et pour automatiser cette veille. Suite à ça, ils font le travail, il n'y a pas besoin d'un documentaliste derrière pour sélectionner l'information. Donc voilà, ce pôle à la fois de conseil sur les outils, sur les pratiques de gestion de l'information et les formations justement pour utiliser ces outils, pour faire de la recherche documentaire à un premier niveau, c'est vraiment un élément très fort. Donc je reviens à cette diapo-ci. On est en lien, par exemple, très fort avec la direction des ressources humaines, avec laquelle on a monté un plan de formation commun. Donc, les formations réalisées par la documentation sont intégrées au plan de formation de l'établissement. On n'est pas autonome, on réalise les formations qu'on veut, mais effectivement, elles sont intégrées au plan de formation de la maison.
De la même manière, on travaille de manière très proche avec la direction de la communication et notamment son unité de valorisation éditoriale. Et là, on monte avec eux des dispositifs pour pouvoir valoriser ces publications sur les différentes structures. Direction des systèmes d'information, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a un partenariat très fort avec l'informatique, puisque non seulement on a des outils informatiques qu'on développe, mais on vient aussi en conseil sur la plupart des outils qui sont proposés par les systèmes d'information. On a mis en place, il y a quelques semaines, un logiciel de gestion du courrier entre les différentes directions et la direction générale, et on est intervenu. Et voilà, on a dû intervenir pour conseiller sur la mise à disposition de cet outil. Logistique, de la même manière. On fait, quand les compétences ne sont pas suffisantes dans l'équipe, on a la chance, au niveau ne sont pas suffisantes, on n'a pas suffisamment de temps, bien évidemment, on fait appel à des prestataires. On a cette grande chance-là, effectivement, de pouvoir utiliser des marchés et on peut avancer très vite. Des stagiaires, parfois également. Et bien sûr, et c'est ce qui vaut mon intervention aujourd'hui, on travaille également, on fait évoluer nos compétences professionnelles grâce à notre réseau professionnel. Donc la DVS, bien évidemment, avec toutes les formations que j'ai citées, et puis les échanges qu'on peut avoir dans les groupes, l'Association des archives françaises, de la même manière, la Banque de données en santé publique, qui est une structure de l'École des hautes études en santé publique, avec qui on travaille en réseau. Les agences sanitaires, avec qui on essaye, je vois Frédéric Pagès de la Haute Autorité de Santé, avec qui on essaye aussi de créer une émulation, de mutualiser nos compétences. Et puis j'en oublie, parce que je vois également Nathalie Cornec dans la salle, qui est au Comité régional d'éducation pour la santé de PACA. Donc on travaille aussi avec des documentalistes en région qui se préoccupent des mêmes choses que nous. Voilà, donc pour conclure, l'évolution des missions et des compétences associées. On a actuellement un volet fort à conquérir pour les professionnels de l'information au sens large. Là, ça concerne à la fois les documentalistes et les documentalistes. Il y a tout le volet d'archivage électronique. Donc ces données de santé, il faut les conserver. Elles ne peuvent pas rester isolées sur des serveurs malheureux en danger. Donc on doit mettre en place un énorme dispositif de système d'archivage électronique. Et quand vous savez qu'on a plus de 3000 mètres linéaires d'archives papier, vous imaginez à peu près le volume de données numériques qu'on peut recenser. Donc ça, c'est des projets à venir pour lesquels il faut renforcer les compétences du pôle archives et pour ça, les former à des compétences de gestion de projet, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir recenser justement tous les outils de gestion de contenu qui sont utilisés dans la maison et pour pouvoir les agréger à un système d'archivage électronique. Sur l'aspect de valorisation du patrimoine, la Tour Eiffel dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'elle soit aussi vue comme la Tour Eiffel, qu'on puisse valoriser cette histoire de la santé. Et je parlais également du rôle de conseil. Il faut pouvoir pousser les archivistes dans le rôle de knowledge management, pouvoir intervenir sur des préconisations auprès des systèmes d'information et des différentes directions de la maison. Sur le volet plus documentaire, on a deux gros projets en cours. Un premier projet qui est un projet de veille sociétale. En prévention, il est très important de pouvoir surveiller les réseaux sociaux, les dires d'experts qui circulent sur Internet, mais également les dires de la population, les représentations de la population. Et pour ça, on a peu d'outils à notre disposition. Donc nous, on est parti sur un dispositif expérimental. J'ai quelqu'un, on parlait tout à l'heure de sémantique et de sémiologie également. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui se forme au traitement automatique des langues et qui a mis en place un dispositif de surveillance de réseaux sociaux comme Twitter ou comme Facebook pour étudier les réactions qui se mettent en place quand on fait par exemple des opérations de communication. Voilà, donc ce dispositif est en place, on l'expérimente bien évidemment, on est en train de contacter aussi d'autres entreprises qui travaillent dans ce sens-là pour essayer de compléter ce dispositif-là. Et autre projet important qu'on a en traitement automatique des langues également, c'est d'essayer, on parlait tout à l'heure aussi d'évaluation, de repérer l'information utile dans notre pratique quotidienne. Donc essayer de repérer la littérature scientifique, notamment sur les thématiques de prévention. Repérer quelles sont les interventions qui font preuve d'efficacité ou pas, et automatiser ces réactions, automatiser une sélection d'informations qui pourraient être derrière, nous permettre de faire un travail plus facile de synthèse de la littérature.
je conclus, j'ai été très longue, je voudrais m'excuser, sur effectivement l'importance d'intégrer les professionnels de l'information au dispositif de gouvernance de l'information. Et ça ne peut être le cas effectivement que si les compétences de base évoluent. Et comme on l'a vu, moi ma préconisation c'est effectivement de rester curieux, de rester motivé et d'aller sur des champs qui peuvent paraître étranges. Effectivement, quand j'ai une documentaliste qui demande à réaliser une thèse en traitement automatique des langues, la première réaction de ma direction générale peut me dire ça n'a rien à voir, elle va s'en aller, elle va partir. Non, ce travail-là est complètement lié et intégré à nos pratiques professionnelles et c'est ça qui fait l'avenir de notre métier. Merci de votre patience. Je me positionne par rapport à tout ce qui s'est dit antérieurement à un endroit beaucoup plus micro. Je suis vraiment au sein d'un établissement qui lui produit des données médicales. Et je vais vous parler donc de cette production et de l'analyse qui peut en être faite et de l'utilisation qui peut être faite des données médicales, essentiellement des patients hospitalisés. Voilà. Mon propos s'intitule « Les données de santé des patients hospitalisés d'un excès à l'autre ». Vous allez voir pourquoi. Donc, je reprends très rapidement l'historique de la tarification des hôpitaux. Jusqu'en 1982, les hôpitaux avaient des recettes en fonction d'une logique qui a été après définie comme inflationniste, qui était la tarification au prix de journée. Qui ont gardé longtemps un patient, qui ont facturé le nombre de journées et globalement, l'hôpital récupérait de recettes. De 1989 à 2003 a été instaurée une dotation globale qui a bien fonctionné à un certain moment et puis qui après, on s'est aperçu que ça correspondait à un goulot d'étranglement pour les établissements puisqu'on ne pouvait pas développer de nouvelles activités et que la dotation initiale était figée avec juste un pourcentage d'évolution année après année. À partir de 2004, ce qui fonctionne toujours actuellement, a été instauré ce qui s'appelle la tarification à l'activité. Et cette tarification à l'activité s'est appuyée sur un programme qui s'appelle le programme de médicalisation des systèmes d'information. Il fallait donc que des données soient produites, que des données soient compilées et analysées et rentrent dans un système de comparaison qui puisse en fait aboutir à la tarification de ces établissements de santé. Donc a été instauré le PMSI, donc, qui correspond à la loi du 31 juillet 1991 qui portait réforme hospitalière sur les établissements de santé publics et privés, qui devait procéder à l'analyse de leur activité médicale et transmettre au service de l'État et à l'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité. À cette fin, ils doivent mettre en œuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge. Donc c'est là où mon rôle de médecin de DIM intervient, c'est sur les systèmes d'information qui tiennent compte des pathologies et des modes de prise en charge. C'est là où on est acteur au sein de l'hôpital. Alors, avant de parler de la partie hospitalisation pure, il y a la partie activité externe qui, elle, n'est pas tellement rentrée encore dans ce système de données beaucoup plus médicalisées, où on voit qu'on reste avec des nomenclatures qui sont des nomenclatures que vous connaissez, la nomenclature générale des actes hospitaliers, où quand vous allez chez le médecin, on vous facture une C ou une CS, une consultation spécialisée, mais derrière ce C ou cette CS, on ne sait pas si vous avez une consultation pour une bronchite, pour une grippe, pour une hypertension artérielle. Ce sont des données qui ne sont pas du tout médicalisées. Elles sont un petit peu plus médicalisées. Elles sont médicalisées quand en activité externe, comme ça, vous avez un acte. Si on vous enlève un névus chez un dermato, il y aura un acte particulier qui lui dépendra d'une autre nomenclature qui est médicalisée, qui est la CCM, la classification commune des actes médicaux. En ce qui concerne l'hospitalisation, il y a donc la mise en place du PMSI, qui là est vraiment médicalisé. Alors pour obtenir un PMSI de qualité, il y a en fait deux éléments. Il y a d'abord le cadre dans lequel les données sont produites. Le cadre, c'est toutes les données administratives donc, qui dépendent de la partie gestion administrative
de l'hôpital, avec, comme on voit dans le premier rectangle, c'est un exemple qui est pris, on a évidemment les dates d'entrée, les dates de sortie, les modes d'entrée, aussi la provenance du patient, les modes de sortie, la destination du patient. Ça peut paraître ridicule, mais vous allez voir qu'il y a un fort impact. On voit sur ces données de santé, on a aussi le type d'unité médicale dans laquelle le patient va être hospitalisé. Est-ce que c'est une unité d'hospitalisation classique? Est-ce que c'est une unité de réanimation? Est-ce que c'est une unité de soins intensifs, de surveillance continue? Voilà, tout ce type d'informations est noté sur la partie administrative et a un impact fort. On voit parmi les différents onglets, vous voyez RSS, RUM, DMI, MON et VIDOSP. Donc on va en reparler après. Les DMI, c'est des dispositifs médicaux implantables. Les MON, c'est les molécules onéreuses. Donc c'est des éléments qui pourront participer à la prise, enfin, qui pourront être utilisés pour la prise en charge du patient, qui seront notés aussi dans ce logiciel qui regroupe tout ça. Et il y a la partie VIDOSP. Le VIDOSP, c'est le fichier qui est fabriqué par la gestion administrative et qui correspond en fait à la couverture sociale du patient. Donc de quel régime, etc. Quelle est sa couverture à 100%, à 80%, et puis s'il n'y a pas de couverture sociale, pour quelle raison. Voilà. Est-ce que c'est un patient payant? Est-ce que c'est un patient couvert par l'AME? Est-ce que c'est un patient sous couverture régime international, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier cadre, la partie administrative. Ensuite, une fois qu'on a le cadre, on va pouvoir, les médecins cliniciens vont pouvoir renseigner les données médicales. Donc dans l'exemple que je vous donne, il y a les deux parties, la partie diagnostic, la partie acte, c'est toujours comme ça. Et dans la partie diagnostic, je vous donne un exemple qui est assez rigolo et qui est un vrai exemple que j'ai pas construit moi-même. C'est un patient qui vient pour une hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien, bon, en fait un ABC hémorragique. Ce patient était porteur d'une gale, donc qui est un épiphénomène. Par contre, il était porteur d'une sclérose en plaques. Donc au point de vue, on voit bien que les petits numéros qu'il y a à gauche correspondent à ce qu'on verra après qu'on appelle des niveaux de sévérité. Et on voit que la gale a un niveau de sévérité 2, alors que la sclérose en plaques n'a pas de niveau de sévérité. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour commencer à vous dire que ces données médicales sont construites dans un but purement médico-économique et que le recueil va être réalisé après par les médecins et par nous, médecins de BIM, dans le type de données qu'on va vouloir recueillir, dans un but purement médico-économique qui est la valorisation de ce séjour hospitalier pour ce patient-là à ce moment-là. Et que donc, cette base de données qui est construite, on va l'utiliser aussi à des fins épidémiologiques, mais il faudra vraiment prendre des pincettes parce que on peut tout à fait imaginer que pour ce patient-là, le médecin ait décidé que la sclérose en plaques, il n'allait pas la noter, puisqu'il n'y aurait pas d'impact sur la rémunération du séjour de ce patient. Et si on utilise cette base de données pour faire de l'incidence ou de la prévalence pour la sclérose en plaques, forcément on est mauvais. Donc une fois qu'on a ces données diagnostiques et actes et qu'on a le cadre administratif, le ministère nous fournit un logiciel qui est une fonction groupage qui évolue tous les ans, qui nous est livré tous les ans pour démarrer au 1er mars. Pourquoi le 1er mars? Pourquoi pas le 1er janvier? Le 1er mars, c'est ce qui nous permet d'avoir une année avec un petit bout de fonction groupage janvier-février et puis une nouvelle fonction groupage en mars. Donc après, pour faire les comparaisons, c'est top. Voilà, donc cette fonction groupage nous permet d'aboutir à ce qu'on appelle des groupes homogènes de malades. Et donc ces fameux groupes homogènes de malades ont une qualité médico-économique. Donc par exemple, là vous êtes dans un groupe homogène de malades qui est de la chirurgie. On voit que c'est le 01C04, donc 01, il y a des logiques de construction, c'est la classification des systèmes nerveux dans la catégorie majeure du diagnostic. Le C signifie qu'il y a eu un acte chirurgical important, sinon ça aurait été un M pour un séjour médical et un K pour un séjour avec de l'interventionnel mais non chirurgical. Voilà. Et on voit que ce séjour a un niveau de sévérité 4, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des diagnostics qui étaient listés en dessous du diagnostic principal, il y avait un diagnostic qui avait un niveau de sévérité 4, qui correspond en fait à des lourdeurs de prise en charge qui permettent pour un même GHM d'obtenir des niveaux de tarification de plus en plus élevés.
Donc là, sur ce séjour-là, on voit qu'on a un GHS qui rapporte 17 767 €. Mais comme le patient est passé 23 jours en réanimation, dans le rectangle en bas à droite, on voit qu'il est passé 23 jours en réanimation. Donc l'ensemble des forfaits de réanimation à 800 € par jour apporte une recette supplémentaire de 18 €, donc 18 000 €. Donc la recette totale pour ce séjour hospitalier-là est de 36 000 €. Le GHS, qui correspond à la prise en charge des pathologies associées ou des complications, et puis en parallèle de ces fameux forfaits, puisqu'il y a passage dans une telle réanimation. Alors donc on voit bien qu'il y a l'ensemble des GHM dans lesquels tombent les séjours des patients hospitalisés. En 2009, quand ça a été créé, ils étaient peu nombreux, ils étaient 610. Et puis en 2016, on aboutit déjà à 2590 GHM. Donc au fur et à mesure que les années passent, la fonction groupage évolue, se perfectionne et puis se densifie, et ce qui fait que ça peut aussi poser un problème de comparaison d'une année sur l'autre, parce que les cases mixtes ne sont plus superposables. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'importance des données administratives. Je vous donne un exemple tout bête. Un patient qui rentre et qui sort le lendemain, le premier, il rentre par transfert d'un autre établissement. Le lendemain, il décède et en fait, il est venu pour une infection respiratoire, une pneumopathie par exemple, qui décompense. Donc il arrive un jour, il décède le lendemain. On obtient, donc si le mode de sortie d'essai est bien indiqué, on obtient un GHM qui est valorisé à 793 €. Alors que si par hasard on se trompe et qu'on met qu'il repart dans son établissement d'origine, on ne tombe pas dans le même GHM et on n'a pas la même valorisation. Donc là on est à 190 € près, mais sur des GHM d'à plusieurs milliers d'euros, il peut y avoir des écarts importants. Et puis surtout, quand on analyse derrière les modes de sortie, quand on analyse les parcours patients, qu'on cherche à analyser et à voir les passages d'établissement en établissement au sein d'une même région, qu'on regarde un petit peu les fuites, ou au contraire quel établissement nous envoie les patients, si ces données-là ne sont pas bien renseignées, on n'est pas, voilà, on n'a pas de données de qualité. Alors, autre raison pour lesquelles c'est difficile aussi d'utiliser les données du PNSI pour autre chose que pour le PNSI, c'est que le codage, et entre autres le codage du diagnostic principal, est soumis à des règles et à des conventions. Je vous donne l'exemple de la prise en charge d'un cancer du sein. Une personne porteuse d'un cancer du sein n'aura pas le codage de son diagnostic principal sera différent suivant le moment où la personne rentrera en contact avec l'établissement. La première hospitalisation, qui correspond plus souvent à l'hospitalisation pendant laquelle il y a le diagnostic et souvent le bilan d'extension de la maladie, on codera effectivement la tumeur du sein. Le jour où il y aura hospitalisation pour la prise en charge chirurgicale, on recodera la tumeur du sein. Quand la femme reviendra pour ses séances d'irradiation, on codera une séance d'irradiation. Et quand la femme reviendra pour une séance de chimiothérapie, on codera une séance de chimio. Et quand la femme reviendra pour un bilan post-chirurgical, on sera encore dans un autre diagnostic qui précisera que c'est un contrôle après chirurgie ou après chimiothérapie. Voilà. Donc en fait, il y a des conventions de codage qui font qu'on n'est pas toujours sur le même code qu'on peut analyser. Alors je vais vous donner un exemple où l'accumulation des données fait varier le résultat de la fonction groupage et par là même le résultat de la recette que l'hôpital peut espérer. Donc c'est l'exemple d'une personne qui a un AVP et pour laquelle on fait un scanner corps entier à l'arrivée. On commence par noter une hémorragie sous-durale traumatique. Donc si on s'arrête à ce code-là, on aboutit au GHM de autres lésions traumatiques intracrâniennes avec un niveau 1 de sévérité, puisqu'il n'y a rien d'autre de codé. Si on s'aperçoit qu'en fait, au TEP-scan, il y avait en plus une fracture fermée pas au TEP-scan, au scan corps entier, on s'aperçoit qu'il y a une fracture fermée de la diaphyse fémorale, on peut corriger le tir, peaufiner le codage, et on rajoute la fracture fermée de la diaphyse fémorale tout en gardant le trauma crânien. À ce moment-là, on associe deux codes qui nous font tomber dans un GHM qui n'a plus rien à voir avec le GHM initial. On est dans un GHM de traumatisme multiple grave. Pour l'instant, on n'a rien codé de plus.
On s'arrête là. Donc on voit qu'on est dans un GHM de trauma médical, toujours pas de prise en charge chirurgicale. Donc on est toujours avec un GHM avec le M de médical. Donc on n'a que 2 350 € de recettes. Le patient passe au bloc, on fait une ostéosynthèse de son fémur. Donc l'acte chirurgical est pris en compte dans la fonction groupage et on aboutit dans un GHM, toujours 26 de trauma multiple, mais cette fois-ci on sait, puisqu'il y a eu l'intervention chirurgicale. Donc les 3 000 et quelques euros basculent à 8 530 €. Donc on voit qu'il ne faut pas oublier de creuser tous les petits éléments les uns après les autres. Le patient remonte dans sa chambre et la nuit, malheureusement, il fait une rétention aiguë d'urine. Donc on doit coder la rétention aiguë d'urine, qui est malgré tout un épiphénomène, qui n'est pas grave, qui est géré par les infirmières qui font un sondage à leur retour. Et voilà, à la limite, le chirurgien orthopédiste n'est même pas au courant que le patient a fait une rétention aiguë d'urine la nuit. Mais ça n'empêche qu'à la fin, quand il devra coder son dossier, il ne faudra pas qu'il l'oublie, parce qu'on voit que la rétention aiguë d'urine permet de majorer la recette. On passe à 14 000 €, parce qu'on arrive à un niveau 2, et que la rétention aiguë est à un niveau 2. Pourquoi? Alors que c'est comme la gale, ça nous paraît quelque chose qui n'est pas lourd à prendre en charge médicalement, mais ça n'empêche que dans l'algorithme, ça rapporte une valeur importante. Et puis ce pauvre patient, pas de chance, il fait 2 jours après une pneumopathie d'inhalation. Donc il va être muté. Donc la pneumopathie d'inhalation, c'est quelque chose généralement pas très bien, pas très agréable. Il passe en niveau 4, donc on atteint les 21 000 €. Donc il ne faut pas coder une pneumopathie sans précision. Si c'est vraiment une pneumopathie d'inhalation, il faut aller dans ce détail des différents codes de pneumopathie jusqu'à la pneumopathie d'inhalation. Donc comme il ne va pas bien, on va être forcé de le muter en réanimation. Comme il mute en réanimation, il ne va quand même pas si mal que ça, on n'est pas forcé de l'intuber, de le ventiler, etc. On va juste avoir des... Ah, il me manque une diapo. Il y a une diapo qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, il est en réanimation. Cette fois-ci, il a bien un acte marqueur de réanimation, donc il est intubé, ventilé. Et il a un IGS, donc un score de gravité, un indice de gravité simplifié qui est supérieur à 15. Donc il va, en plus du tarif de son GHM à 21 000 €, il va avoir en plus 14 jours de réanimation à 11 000 €. Et donc la recette totale pour l'hôpital sera les 21 000 € du GHS, plus les 11 000 € de la réanimation, donc un total de 32 000 €. Donc vous voyez qu'on est parti d'un code et en les rajoutant les uns après les autres, au total il y a 3 codes diagnostiques, 2 codes actes et on change complètement la recette de ce séjour hospitalier. Donc le challenge du recueil des données, c'est ne surtout rien oublier, aussi bien dans la production des données administratives que dans la production des données médicales. C'est la même exigence pour ces 2 types de données, c'est de la qualité et de l'exhaustivité. Donc moi, en tant que médecin de DIM, mon rôle, il y a 2 cas de figure. Il y a les médecins de DIM dans des établissements où le recueil est centralisé, c'est-à-dire que le codage est centralisé, c'est-à-dire que les médecins de DIM font le codage à partir des dossiers médicaux. Dans mon établissement, ce n'est pas le cas, on n'est pas assez nombreux, ce n'est pas un choix de la direction. Donc chaque médecin code ce qu'il fait pour ses patients, et nous derrière, on vient en appui, d'abord pour les former dans un premier temps, et puis après on vient en appui pour vérifier qu'ils n'ont rien oublié. Et pour ça, on utilise les bases de données de l'hôpital, et donc on fait des requêtes dans d'autres bases de données que l'on croise avec nos données PMSI. Donc on va entre autres taper dans les requêtes de biologie, on va chercher s'il y a des carences en vitamine D, et puis après on va vérifier si elles sont supplémentées, s'il y a eu une prise en charge, sinon on n'aurait pas le droit de les coder. On va vérifier les carences martiales, les carences en folate, on va vérifier les ionos, on va vérifier s'il y a eu soit surveillance, soit compensation, soit traitement. On va regarder si ce patient était connu pour des pathologies chroniques qui n'auraient pas été codées. Est-ce que ce patient est hémophile? Est-ce qu'il est porteur du VIH? Est-ce que ce patient a eu des escarres qui ont été pris en charge? Même si l'orthopédiste ne savait pas trop qu'il y avait une escarre cavalière, c'est pas lui qui s'en occupait, mais on va essayer de le récupérer, cet escarre, même si l'orthopédiste ne l'avait pas codé. On va aller chercher les germes, donc on va aller dans la bactério pour pouvoir préciser les germes qui ont pu être traités. Et puis on va regarder dans la base de pharmacie les traitements pour les maladies d'Alzheimer, les Parkinson, on va chercher les antifongiques, etc. pour voir si on n'a pas oublié non plus ces pathologies-là qui sont prises en charge de toute façon, c'est des maladies chroniques, donc
qui sont prises en charge. Donc le challenge, c'est effectivement ne rien oublier, pour ne pas pénaliser l'établissement et avoir la bonne recette pour ce séjour-là. Mais il y a aussi l'éthique du médecin de ville qui est de ne pas surcoder. Donc pas surcoder, parce que le but est aussi de préserver la ressource et d'éviter la fonte annuelle des tarifs. Pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs jouent le jeu, ce qui n'est pas forcément gagné. Voilà. Et puis il y a un deuxième intérêt à coder de façon éthique et juste, c'est d'éviter les indus et les pénalités lors des contrôles externes qui sont organisés par l'ARS et qui sont effectués par les médecins conseils de l'assurance maladie. Alors, les recettes que je vous ai décrites ne sont pas les seules et uniques pour un séjour hospitalier. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différents onglets et en plus de la recette du GHM, on obtient des recettes sur certaines molécules onéreuses et certains dispositifs médicaux implantables dont les listes sont fournies régulièrement sur le site de la TIH, qui évoluent, des molécules RAM, d'autres sortes, etc. Il y a des financements qui sont forfaitisés et qui ne rentrent pas dans les GHM. Ce sont les urgences, les coordinations des prélèvements d'organes et des greffes. Et puis il y a des enveloppes qui sont attribuées, qui correspondent, alors qui sont en train de fondre comme neige au soleil, qui existent encore pour certaines, qui correspondent à des MIGAC, donc les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, et puis les missions d'enseignement, de recherche et d'innovation qui sont couvertes par des enveloppes mairie. Voilà, donc ça c'est négocié avec les ARS de façon régionale. Donc tout ce que je vous ai dit est forcément transféré sur des plateformes, ce qu'on appelle la plateforme IPMSI. Donc toutes les données administratives, le SIH administratif avec les données d'hospitalisation du patient et les données de couverture sociale du patient avec une anonymisation par Magic sont transmises jusqu'à la fonction groupage. Les données médicales avec donc, le RSS, la partie diagnostic et acte, et la partie fiche comp avec les molécules oséreuses et les DMI sont regroupées au même endroit. Il y a un lien entre toutes ces données par le numéro l'IEP, c'est-à-dire le numéro de séjour du patient. Tout ça est anonymisé dans GNRSA et passe, donc un fichier de résumé de sortie anonymisé, associé aux fiches comp anonymisées, avec les données de couverture sociale, sont envoyées tous les mois sur la plateforme IPMSI. Et donc tout ça est mouliné pour aboutir aux données de l'arrêté de versement mensuel de l'établissement. Donc on envoie nos données et quelques jours après, on rouvre IPMSI, nos données sont validées par l'ARS et l'arrêté de versement mensuel de l'établissement est calculé par ce biais-là. Donc quelles sont les utilisations annexes qu'on peut faire des données du PMSI? Alors ces données sont bien sûr utilisées par l'étude nationale de coûts à méthodologie commune. Alors pas pour l'ensemble des établissements, mais pour les établissements qui participent, il doit y avoir une quinzaine d'établissements, je crois que ça évolue pas trop, qui participent à cette étude nationale de coûts. Donc c'est à partir des données de ces établissements que sont modulés le nombre de GHM et les tarifs de chacun des GHM. Au bout d'un an, ces données anonymisées passent dans le domaine public et les bases peuvent être achetées par des journalistes, entre autres, qui font leur hit parade dans le Point et dans l'Express, par exemple. Ces données, nous, on les utilise, ou les ARS aussi les utilisent pour faire du benchmarking entre établissements. Donc nous, entre CHU, il y a une base, en fait, on envoie nos données à Montpellier, qui récupère toutes les données des CHU de France, et donc on a accès à cette base et on peut se comparer avec le service de neurochir ou le service des services un peu particuliers qui ne sont pas dans les établissements généraux, et donc accéder à ces données et se comparer. Depuis un an, on a la joie et la chance d'avoir les commissaires aux comptes qui viennent voir si nos données sont de qualité. Alors eux, c'est rigolo parce que contrairement aux médecins conseils de la sécurité sociale qui viennent voir si on ne fait pas du surcodage, et si on n'arrive pas trop à la sécu, eux, ils viennent voir si au contraire on facture bien tout et si on a bien toutes nos recettes. Donc ils font des ciblages dans nos bases pour aller les retourner. Alors ce n'est pas eux-mêmes qui le font parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Ils font appel à des médecins de DIM ou à des sociétés qui viennent faire du recodage dans nos bases et réaccéder aux données médicales dans les dossiers
ou informatique ou les dossiers papier. Et là, ils ont l'œil inverse des médecins conseils qui est de vérifier qu'on n'a rien oublié. En interne, on utilise ces données pour le BRD, donc pour l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, pour faire des projections d'analyse d'activité. Nos directions d'activité médicale nous demandent aussi d'utiliser ces données quand il y a besoin de faire des restructurations, d'analyser des capacitaires. Actuellement, il y a un service de gynéco, il n'y a plus d'hospitalisation complète et ils veulent séparer, enfin des hospitalisations de jour, ils veulent créer une HDS. Donc on travaille sur ces données pour voir quelle proportion on peut donner entre l'HDS, l'hospice complète, et ce qui serait le meilleur capacitaire. L'ARS, évidemment, a ces données et l'utilise pour la planification territoriale, vont les utiliser encore plus dans le cadre des GHT. Ces données peuvent être aussi utilisées dans l'analyse des parcours patients et des filières de soins. Les agences, l'ANAP, l'INCa utilisent ces données. Là, on est très sollicité par l'ANAP en ce moment. Alors pour nous, c'est un problème parce que l'ANAP nous demande parfois des données qui, pour nous, n'ont pas toutes les conditions d'anonymisation nécessaires. Ils nous demandent des fichiers RSS, donc nominatifs. Donc on dit à nos directeurs non, on ne veut pas. Voilà, et on est un petit peu en bras de fer sur est-ce qu'ils ont une autorisation CNIL, est-ce que leurs bases sont déclarées, enfin, voilà. Donc on a aussi un rôle un peu de garde-fou sur nos données pour éviter qu'elles soient divulguées et qu'il puisse y avoir des retours nominatifs. Voilà, ça c'est un petit peu nos soucis de l'IM. Nos données alimentent en toute petite partie la logie des tumeurs digestives. On est interpellé par pas des tumeurs digestives, de toutes les tumeurs, quelles qu'elles soient. On est interpellé pour voir si en croisant, parfois on peut récupérer des patients qui seraient passés à la trappe pour eux. C'est eux qui sont intéressés par ça. Et puis les labos pharmaceutiques aussi utilisent ces bases de données. Voilà. Après, faire de l'épidémiologie sur ces bases, il y a quand même des obstacles à la qualité de l'information recueillie et aux analyses comparatives, à cause des évolutions annuelles des règles de codage, des nomenclatures aussi qui évoluent annuellement, donc des comparaisons qui sont difficiles dans le temps. On a vu que le recueil, il y avait quand même des erreurs possibles, des oublis possibles, du surcodage possible. L'hétérogénéité qui est liée à la complexité et à la lourdeur du recueil fait qu'on n'est pas forcément homogène, même au sein d'un même hôpital, entre deux médecins de BIM, parfois on a du mal on n'est pas d'accord sur ce qu'on va choisir comme code, et si on applique telle règle de codage ou telle autre. Il y a du sous-codage involontaire, ça c'est évident. Il y a parfois du surcodage intentionnel, ça c'est évident aussi. Voilà. Donc il faut bien savoir que la finalité de l'outil, c'est d'assurer les recettes de titre 1 de l'hôpital, que cet outil est vraiment construit comme ça, et que donc, on reprend l'exemple de tout à l'heure, la sclérose en plaques, à la limite, je ne la code pas. Si je fais du codage rapide derrière un praticien et que je vois qu'il a oublié la gale, je vais lui mettre sa gale pour aboutir au niveau 2. La sclérose en plaques, je sais que ce n'est pas un niveau de sévérité, je ne la coderai pas. Donc derrière, attention à l'utilisation des données qu'on peut faire. Et puis, un autre exemple, les gens peuvent s'intéresser aux typologies de fracture du fémur. Est-ce que c'est une fracture du trochanter ou est-ce que c'est une fracture du col du fémur? Que l'on code l'un ou que l'on code l'autre, on aboutit exactement au même GHM et on aboutit exactement à la même recette pour l'hôpital. Donc l'orthopédiste, il sait que c'est un Z72, les fractures du fémur, il va mettre Z72 et le 00, c'est effectivement le premier qui apparaît. S'il est pressé, il ne va pas aller chercher la précision supplémentaire. Il sait que derrière, on aboutira à la même recette et voilà. Pour lui, ça n'aura pas plus d'impact que ça. Voilà, donc on voit que c'est quand même les données hospitalières sont assez complexes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les données des autres, donc là c'était le champ MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique. Il y a du PMSI qui est actuellement en place et qui est aussi tarifant pour l'hospitalisation à domicile et pour le SSR. Il n'est pas encore tarifant pour... Enfin, le SSR, ça va devenir tarifant en 2017. Et la psychiatrie, on attend toujours, la gestation est très longue pour la psychiatrie. Mais on voit que pour ces différents champs, les recueils de données vont être aussi complexes. Entre autres, pour le SSR et la psychiatrie, c'est très complexe et les logiciels de recueil ont du mal à suivre les évolutions qui sont proposées.
Donc alors voilà, c'est... Donc le DMP, c'est un dossier médical qui a été voulu personnel au départ, partagé. Alors la sémantique, on a parlé de sémantique tout à l'heure, mais la sémantique, bon, le choix du terme est important, même si l'acronyme reste le même. Hein. Voilà, mais ça a été, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais ça va pas être le cas aujourd'hui, je pense pas. Donc il avait été prévu dans le cadre d'une politique nationale de santé, puisque M. Robin nous a bien dit, il connaît bien le dispositif, nous a bien dit à quel point toutes les décisions de santé sont prises au niveau national en France dans notre système régalien. Et donc, en principe, ça permet de partager des données de santé, des informations, au-delà des données, des informations de santé qui devraient être utiles à la coordination dans le parcours de santé du patient. Et il faut savoir que le DMP est un dossier qui appartient au patient. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Il appartient au patient, il n'appartient pas au médecin. Et par contre, il a été à la fois voulu, alors c'est un mot qui n'est pas bien accepté comme un régulateur, mais en même temps dans le cadre d'un parcours de coordination de soins, de santé du patient. Donc qu'est-ce qui diffère le DMP de dossier médical métier, du dossier de cabinet ou du dossier patient à l'hôpital, ou même de dossier réseau ou de dossier pharmacien. Il y a plein actuellement de dossiers ou dossiers cancer. Donc, et là, en fait, je voulais juste vous dire que finalement, le DMP, comme il a dit, se diffère, comme l'a dit Daniel, se diffère essentiellement par le fait qu'il donne le pouvoir, qu'il donne au patient d'être maître de son données. C'est-à-dire c'est lui qui va autoriser l'accès à ces données-là. Donc, elle passe le pouvoir aux mains du patient. Auparavant, elle était effectivement, elle passait par l'intermédiaire d'un professionnel de santé. Donc, 3 points importants. D'abord, le fait que le patient qui autorise, qui donne le consentement pour l'ouverture, l'accès et aussi la destruction de son dossier. Il y a le dossier pharmacien, il faut le consentement du patient, mais juste pour l'ouverture. Elle diffère aussi à l'échelle de partage, c'est-à-dire le DMP évolue dans un sens de coordination du soin. Et donc, il faut que tous les professionnels de la formation de santé voient l'historique de malades à travers le DMP. Et l'échelle n'est pas seulement régionale, comme les réseaux de santé, même pas nationale, mais aussi ça peut être à l'échelle à l'international, parce que c'est le patient qui peut effectivement donner l'autorisation à n'importe quel médecin en Europe, et ça c'est important quand on parle de la mobilité des citoyens, donner l'autorisation d'un médecin, pour un médecin, d'avoir des données dans le DMP. Donc, et il y a aussi le fait que le dossier, c'est un dossier médical et qui s'insère dans la durée, comme on a dit, c'est pas comme s'insère dans un logique métier temporaire, comme le dossier médical de cabinet ou hospitalier. Oui, il faut dire que c'est vrai que le médecin a son propre dossier médical qui lui appartient des patients, et voilà. Et puis, il y a effectivement le dossier pharmaceutique qui normalement qui a été créé là par l'Ordre national des pharmaciens, et qui a décidé de mettre ça en réseau pour faciliter le suivi médicamenteux, voilà, le partage des données. Alors, je pense que nous avons tous, par contre, un dossier pharmaceutique, mais nous n'avons pas tous donné l'accord de l'ouverture de ce dossier. Et ça, enfin, en tout cas, moi, on ne me l'a pas demandé. Je pense que je ne suis pas la seule à qui on ne l'a pas demandé. Je vais penser comme ça. Alors, par rapport au DMP, évidemment, il y a eu des difficultés. Je le disais, il y en aura certainement encore. Des problèmes, évidemment, techniques, mais je crois que les freins, ça a été plutôt des freins personnels, au-delà des freins techniques et des freins financiers, parce qu'on a pu lire ça et un peu beaucoup de choses sur les éléments financiers du DMP. Mais le grand problème, d'après moi, maintenant je pense que les spécialistes de l'intérieur pourront le dire plus aisément, c'est sans doute des freins liés à des personnes sociologiques, en tout cas à des personnes en particulier, ou en tout cas à un métier particulièrement.
qui a du mal pour plein de raisons, hein, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de confidentialité, mais pour des raisons de surcroît de travail éventuel, ou pour des raisons de modèle économique qui n'a peut-être pas été, sinon pensé, en tout cas adapté. Alors, on veut montrer ce que c'est qu'un DMP. Donc on a fait des copies d'écran. Donc voilà, quand on veut aller voir son DMP, on va sur cet espace-là et on va pouvoir accéder. Donc vous voyez qu'il y a un moment donné où il y a marqué accès direct au DMP, et là on rentre sur la possibilité de s'identifier. Donc on a un identifiant de connexion et on a un mot de passe qu'on reçoit. Alors on peut le recevoir par mail, mais on peut le recevoir par téléphone. Moi évidemment j'avais préféré le recevoir par téléphone parce que c'est plus direct. Donc j'ai mis effectivement mon identifiant, j'ai reçu par téléphone et par SMS un mode de réception d'un code à usage unique, donc il y a quand même une sécurité. Je l'ai rentré dans le masque de saisie, et puis voilà, ça y est, j'ai accès à mon DMP, et où il y a certaines informations, il y a des onglets, vous voyez, il y a des synthèses, des traitements et soins, des comptes rendus, l'imagerie médicale qui peut être intégrée, la prévention, donc il y a un volet prévention, et il y a les documents dont je suis l'auteur. Ce qui veut bien montrer, et qui montre vraiment qu'on est acteur, on peut agir sur ce dossier de santé, c'est finalement voilà, un dossier de santé numérique, numérique en ligne, puisqu'on y accède par le web, et il y a un certain nombre d'onglets un peu plus haut, vous voyez, alors là c'est le vôtre, où il y a un récapitulatif des documents, mes informations, il y a une volonté d'appropriation, dont je suis l'auteur, mes documents, la gestion du DMP et l'historique des accès, puisqu'il y a une traçabilité totale de tous les accès au DMP. Donc il y a la possibilité de rédiger un document, on peut rédiger un document, mais vous voyez qu'il y a un texte libre, donc il y a la date du document qui est indiquée, donc il y a une vraie traçabilité, et on peut, si vous voyez tout en bas, il y a marqué « Document visible par toute personne autorisée à accéder au document de votre dossier ». C'est-à-dire qu'on peut masquer le document ou la note qu'on met, ou on peut la laisser ouverte, ou on peut l'autoriser à certaines personnes. Alors ça, c'est aussi un souci, j'imagine, et au-delà d'imagine, pour des suivis de soins en cas de pathologie ou de médicaments qu'on prend ou d'un élément d'information sur la santé. Voilà. Il y a de l'expression libre, mais on peut aussi joindre des fichiers. Alors moi, j'ai joint un fichier dans le mien, voilà. Donc j'ai mis l'expression libre et j'ai joint un fichier pour voir comment ça fonctionnait. J'avais besoin de savoir comment ça fonctionnait. Donc on peut paramétrer son dossier médical personnel. Il y a des demandes qu'on peut faire. On peut télécharger le DMP. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'archiver quelque part dans la mesure où on le télécharge. Je ne sais pas si... Voilà. Donc là, il y a des autorisations. Ce sont, voilà, ça c'est important. Là, on voit bien parce que j'ai ouvert mon dossier à un moment donné, et donc le service DMP a été autorisé à déposer des documents médicaux dans le DMP. Après, on va voir que les autorisations ont pu être enlevées. Il y a... Donc, alors, il y a aussi un volet extrêmement important qui a été énoncé, c'est ce qu'on appelle le bris de glace. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, il y a, mais c'est pas très précis, la possibilité pour les médecins urgentistes, s'ils voyaient qu'il y avait un DMP ou si le DMP était généralisé à toute la France, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore, puisque le dispositif va être opératoire d'une façon, en tout cas, pas expérimentale, mais sur certains départements ou certaines régions, pour l'instant, dès décembre, en principe, en tout cas, c'était la planification qui était donnée par la CNAM. Donc, il y a la possibilité d'accéder en urgence aux informations de santé. Évidemment, vous imaginez pourquoi, parce qu'il s'agit pour les situations d'urgence, d'autoriser ou non les professionnels de santé à accéder au DMP. Il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui prend un médicament, on a besoin
de lui injecter tel produit, ça peut être incompatible, on peut provoquer des accidents de santé. Si on a une responsabilité et donc on peut être poursuivi pour faute médicale. Si on n'a pas les informations, ça pose problème. Donc ce masquage des données ou cette non-possibilité d'ouverture des données en cas d'urgence pose problème. Hein, comment le corps est documenté, mais c'est aussi un espace l'espace documentaire personnel. Mais non, c'est toujours un espace dans le sens de voir finalement pourquoi un espace documentaire. Parce que si on gère la documentation, et c'est là, ici, dans ce cas-là, comme on a vu, c'est le patient qui gère sa documentation. Donc, elle met un document, elle rédige, elle dit tag, elle la note, et elle peut aussi faire un archivage, du coup l'archiver par exemple. Le DMP, c'est un espace documentaire partagé, non seulement parce qu'on peut voir, mais on peut, comme je dis, déposer des documents. Et donc les professionnels de l'information, tous les systèmes d'information métier ou tous les autres systèmes d'information sont interopérables, qui travaillent sur un dossier patient, sont interopérables avec le DMP. Donc dans la création, quand on a créé le DMP, la tutelle n'a pas voulu effectivement un dossier remplacer les autres dossiers patients. C'est un dossier intermédiaire, interopérable, avec, on va voir comment elle est interopérable, sémantiquement, on va voir tout à l'heure, et avec les autres dossiers. Donc, quand on voit l'arborescence de dossiers, je veux dire, quels sont les documents, tout à l'heure, les amis, on va voir que finalement, ils sont classés de façon à qu'on puisse effectivement voir qui intervient sur quoi, qui dit quoi. Donc, le synthèse doit être émis par le médecin traitant. Il y a le volet traitement et soins. C'est l'équipe de soins qui va émettre le document. Et là, on va voir l'équipe de soins, ça va aller au-delà des professionnels de santé, vers les paraprofessionnels, les physiothérapeutes, etc. Donc, et il y a tout ce qui peut l'hôpital mettre dans le compte rendu. Et il y a aussi volet biologie et radiologie et volet prévention. Donc, qui est important et qui ici le médecin traitant il a un rôle important dans la maîtrise. Et c'est pour ça en fait on n'a pas assez parlé des réticences des médecins, mais le DMP, on va en parler aussi tout à l'heure, ne va pas marcher sans un vrai engagement des médecins généralistes. Donc ce n'est pas seulement un espace personnel ou partagé, mais c'est un espace partagé, personnel, partagé et sécurisé. Donc, l'architecture, effectivement, la France, en France, le gouvernement a opté pour une architecture client-serveur où les données sont hébergées, les données de DMP sont hébergées sur un serveur central. Et comme on dit, et l'hébergement est certifié, je veux dire, par un hébergeur certifié. Et l'accès aux données, elle est, on demande une identification forte à deux niveaux. On a vu tout à l'heure, il ne suffit pas d'entrer son identifiant et son mot de passe. À chaque fois, comme patient, je dois effectivement recevoir, on m'envoie un SMS pour aller avec un numéro, un code, pour l'entrée et accéder. Donc c'est vraiment très sécurisé. Et alors que ici, en France, on a ailleurs, par exemple pour le dossier, mon dossier médical suisse, l'architecture n'est pas la même. Donc, parce qu'en Suisse, on a dit, il ne faut pas, ils sont effectivement, ne veulent pas héberger les données, c'est-à-dire avoir des données centralisées, un hébergement centralisé de données. Donc, ils ont opté pour une architecture, si on peut dire, peer-to-peer, où les médecins, les 6 médecins peuvent être clients et serveurs en même temps. Donc, aussi, il a dit Daniel tout à l'heure, pour la sécuriser, il y a aussi, sur les serveurs, il y a le traçage et il y a le répertoire d'accès. Donc, on peut savoir qui a entré, qui sont les personnes qui sont accédées, qu'est-ce qu'ils ont fait et à quelle date. Et donc, c'est effectivement pour aller au maximum dans la confidentialité et la traçabilité et la sécurisation. Mais pour moi, en fait, le DMP, c'est là où on va parler un peu de documentation.
C'est un espace documentaire, mais pas assez évolué pour qu'il soit comme une base de données, comme là, comme une base de données documentaire. Parce que si je fais, par exemple, si j'ai envie de faire une recherche sur le DMP, je peux faire une recherche seulement sur l'auteur. Pas seulement. J'ai 3 caractères. L'auteur, c'est-à-dire soit moi, soit le spécialiste, la spécialité de ce spécialiste-là, et la date d'entrée, de dépôt de ce document dans le DMP. Et si je vais par exemple aller plus loin pour faire une recherche clé, comme mot-clé, comme on le fait, si j'aimerais savoir si ce patient a le diabète, ou il prend le médicament ou l'omégacrie, je suis obligée d'aller naviguer dans l'arborescence et aller d'abord dans la synthèse EMI. Et si je ne la trouve pas dans la synthèse, vous avez synthèse médicale, je suis obligée d'aller naviguer dans tous les documents pour savoir effectivement à la fin tomber sur la bonne information que je cherche. Donc ce n'est pas un espace documentaire structuré de façon à permettre une recherche documentaire efficace. Donc, alors, quand on a construit le DMP, on a opté pour un standard de document international qui est le CADA, donc Clinical Document Architecture, qui est recommandé par la Health HL7. Et donc, l'idée c'était de dire finalement, si on va mettre des documents dans le médicaux, dans le dossier médical et qu'il soit interopérable, il faut la structurer. Et cette structuration doit être une structuration XML, bien sûr, pour l'entête du document et pour le contenu. Alors, on voit actuellement, pour le DMP, la structuration, elle est juste pour l'entête du document. Et c'est ce qui permet de dire finalement, voilà, ça nous permet de faire une recherche, de trouver des informations sur le contexte du document, qui l'a mis, à quelle date, avec quel droit d'accès, etc. Mais pour que le DMP, effectivement, ait une fonctionnalité de recherche manuelle, et qu'elle soit attractive, et qu'on puisse effectivement réutiliser ces données-là, il faut évoluer vers une structuration de l'entête et de contenu. Et la structuration de contenu doit, effectivement, selon le CADA, finalement, selon le même la même norme, et il faut diviser le document médical à des sections. Et les métadonnées de sections doivent être reçues, finalement, donc définir les sections, le traitement, les problèmes en cours, la vaccination, etc., etc. Mais pour que ce soit finalement sémantiquement interopérable, les données émises dans le document, je veux dire dans le contenu, quand il faut, par exemple, coder un acte biologique, il faut le coder il faut le renseigner avec l'utilisation d'une terminologie standard. Donc, et ceci, pour nous, qui rend effectivement le DMP, qui va rendre le DMP un outil pour développer d'autres services. Et là, je peux dire, finalement, voilà, pour par exemple, j'ai un peu de tout. Non? Pas trop? D'accord. Donc, alors, le DMP, politiquement, il y a beaucoup de problèmes sur le DMP. Depuis 2004 jusqu'à 2016, on est en 2016, et seulement 600 000, 60 000 DMP sont ouverts à travers la France. Mais pourquoi? Le DMP, il y a beaucoup de problèmes politiques autour. Le DMP encore à évoluer, n'est pas encore attractif. Est-ce que c'est encore utile de dire, de dépenser encore de l'argent et d'aller vers un DMP? Ce que je voulais faire, en fait, vous montrer, finalement, les dossiers médicaux personnels dans la recherche, dans la littérature anglo-saxonne et américaine spécialement, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'usage de dossiers médicaux personnels et sur leur effet, sur leur impact. Voilà. Déjà,
pour l'utilisation, qui les utilise. Est-ce que vraiment, en fait, voilà, ça a été dit dès le début, en fait, un dossier médical personnel est utile dans le cas d'urgence. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas de droit d'accès, d'utilisation d'accès. Mais très peu dans les urgences l'utilisent. Le DMP, le dossier médical personnel, est utile effectivement pour économiser de l'argent, pour rationaliser le dépense. Mais on voit qu'il y a très peu de retours sur investissement, je veux dire des économies qui étaient faites, parce que finalement, on ne va pas utiliser le dossier médical personnel pour vérifier si on doit faire cette radiologie ou cet examen ou cet acte ou pas. Donc, elle n'est pas vraiment, dans la littérature, comme ils disent, elle n'est pas vraiment utilisée pour des examens inutiles. Ou même les hôpitaux, en fait, ils disent qu'il n'y a pas un retour sur investissement. Et sur l'amélioration de l'état de santé, est-ce que ça va aider à l'amélioration? Il y a aussi, l'étude montre qu'il y a très peu d'efficacité sur les soins dispensés aux patients. Donc, je reviens. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important de développer un système patient interopérable? Oui, je dis, voilà, un dossier patient. Oui, je dis oui. Effectivement, il faut, parce que si on va parler de santé de demain, de l'e-santé, de coordination de soins, de patient population health, de tout ce qui voilà, de santé basée sur la prévention, pas sur le soin, il faut finalement, effectivement, voilà, je vais tarder aussi sur ce point-là, donc le faire. Voilà, en fait, on est allé chercher pourquoi ça marche ailleurs. Est-ce que, voilà, si on va faire marcher le DMP comme outil essentiel à la coordination de soins, pourquoi ça marche ailleurs? Donc il y a un système régional, je pense que vous le connaissez bien, voilà, DIRAIA. Le système DIRAIA, c'est un système espagnol, un dossier médical espagnol dans la région d'Andalousie. Et elle est entreprise en 2002 et elle est utilisée actuellement par 93% de la population d'Andalousie. Pourquoi? Parce que DIRAIA offre des services. L'offre de services de DIRAIA, en fait, voilà, on a parlé de prise de rendez-vous, on a parlé de voilà, d'aller en temps chez le médecin pour avoir une ordonnance, pour renouveler l'ordonnance. Donc DIRAIA, finalement, il y a l'ordonnance automatique. Donc on n'a pas besoin d'aller vers le médecin pour demander l'ordonnance. On peut prendre rendez-vous avec son médecin. On peut consulter, on peut faire des pré-consultations. Donc elle offre du service aux patients. Et aussi, en fait, je le comparais, tu y allais très vite, je le comparais avec d'autres systèmes régionaux. Parce que DIRAIA, elle est réussie parce qu'elle offre du service. Elle réussit aussi, elle a réussi apparemment parce qu'elle était conçue avec la coordination, la concentration, l'acceptation de tous les acteurs du terrain, professionnels de santé, usagers. Ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'ils veulent d'un système d'information. Et là, on a la même expérience actuellement avec le Pascaline, avec le dossier Mes patients, effectivement, qui était développé dans le cadre de Pascaline, le projet de territoire de santé numérique. Et donc, Mes patients, en fait, c'est un DMP. C'est un DMP. Donc, elle est voulu d'être, en fait, quand j'ai parlé avec les acteurs, elle est voulu être un DMP. Elle est un DMP dans le sens, un dossier partageable entre tous les professionnels de l'information, de la santé. Le patient n'a pas le droit d'accéder, mais qui sert à la coordination. Et le volet de synthèse médicale, c'est juste pour vous dire, le volet de synthèse médicale qui est mis dans Mes patients, elle était effectivement créée, je dirais, réfléchie avec le consentement du professionnel. Ce n'est pas comme le volet de synthèse médicale qui a été mis dans le DPC, qui était issu à partir de notre de synthèse. On est allé chercher dans la littérature américaine ou en Angleterre comment ça se passe, quel est le contenu d'une synthèse médicale ailleurs, et pourquoi effectivement. Alors, il faut le professionnel, impliquer le professionnel, et finalement, il faut aussi l'interopérabilité sémantique. Donc, il faut trouver, il faut se mettre d'accord sur une terminologie de référence qui va faire fonctionner l'interopérabilité sémantique. Peut-être, j'ai pas, avec mon accent, avec mes langues, je n'ai pas assez développé, mais si vous voulez
plus des questions sur toutes ces questions-là, il y aura plus des réponses sur ces questions-là, je suis là. Il n'y a pas de temps aussi pour tout développer. Non, Désolée. on est un peu pressé par le temps, et c'est vrai qu'on se pose des questions, on s'est posé des questions, on s'en posera toujours, on continuera, j'imagine. Les questions, on en a d'autres. Évidemment, le système documentaire, la taxonomie, la gestion des connaissances est pas un souci, mais une question et un enjeu des dossiers médicaux, partagés ou personnels, en tout cas partagés dans ce cas-là. Il faut se poser les... C'est d'ailleurs ce que vous disiez, on voit bien qu'il y a une histoire de territoire, mais je ne parle pas simplement de territoire géographique, je parle de périmètre, et donc les limites du DMP sont une question. Il y a aussi une question, celui de la réticulation du système de santé. Je le disais tout à l'heure, la documentation du corps, avec la possible réification du patient, et ça c'est un enjeu différent, mais je crois que les médecins se le posent en termes d'éthique. Et évidemment, le management et la conduite du changement, l'économie des réseaux, un changement de paradigme, une transformation de ce système de santé qui est structuré par le système d'information. On voit une vraie transformation dans ce cas-là, et donc l'importance évidemment de la décision médicale, non seulement dans l'alimentation de ces outils, de cet outil, mais également dans l'usage de cet outil, puisqu'on sait bien que les médecins sont prescripteurs, non pas simplement de médicaments, mais sont aussi prescripteurs d'usage. Et donc, ce rapport à l'individu et ce rapport au patient, et cette relation patient-médecin est forcément impulsée à la fois dans l'usage, dans la pratique et par l'outil. Il sera ou pas, en tout cas, moi je pense qu'à terme, on sera obligé d'en avoir. Moi j'en suis franchement convaincue. Il y a un temps politique, on le sait, et on est dans une époque de changement politique important. Et il faudrait que les engagements dans ce genre de système soient protégés par du long terme et non pas fragmentés par simplement des décisions politiques ponctuelles, parce que, après tout, ce ne sont que des décisions politiques ponctuelles. On est vraiment sur un système d'intérêt général. C'est la question qu'il faut se poser, en respectant évidemment tout ce que suppose la confiance éthique et au niveau d'une population, parce qu'il ne faut pas oublier que le DMP, c'est un projet à l'échelle d'une population. Alors, pour le reste, voilà, je voulais... je vais m'arrêter. Je voudrais remercier votre écoute. Vous avez été très, très patient, très silencieux, j'espère que vous avez parlé maintenant. Je vous ramène, évidemment, parce que quelquefois, pour recevoir chez moi régulièrement I2D, Michel, excuse-moi, il y a bien des fois où je ne l'ai pas lu. Et je pense qu'on est tous comme ça. Cette fois-ci, je l'ai lu, relu. J'ai pas fini. Et je m'aperçois, je le lisais encore hier soir, et je m'aperçois de la richesse des papiers des auteurs. Et je les remercie, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Vraiment, ce dossier n'aurait pas existé sans eux. Et vraiment, nous sommes enrichis de leur pensée, de leurs actions et de leur point de vue.